J'ai ouvert la porte après une longue journée de travail et j'ai trouvé 6 parents de mon mari confortablement installés, attendant le dîner. J'ai souri poliment, je suis allé dans la chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. Je n'avais aucune intention de cuisiner, j'avais déjà mangé en rentrant à la maison. Mon nom est Clara. J'ai 34 ans et, jusqu'à il y a 22 mois, j'avais ce que la plupart des gens décriraient comme une belle vie. J'étais ergothérapeute pédiatrique dans un centre de réadaptation pour enfants, un travail pour lequel je m'étais formé pendant 7 ans et que j'aimais sincèrement, cet amour spécifique est difficile à maintenir pour un travail qui compte. Je possédais un appartement de 2 chambres dans une ville de taille moyenne, acheté avec mes propres économies à 31 ans, dans une rue calme avec une boulangerie à un coin et une pharmacie à l'autre, et un parc à 3 rues à l'est où je courais les matins où j'en avais l'énergie. L'appartement avait une bonne luminosité, des fenêtres orientées à l'ouest qui rendaient le salon ambré en fin d'après-midi. Et je l'avais meublé lentement et délibérément, comme on le fait quand on est seul, et chaque pièce est choisie parce qu'on la veut vraiment là. J'avais rencontré Marcus lors du dîner d'anniversaire d'un ami 2,5 ans plus tôt. Il était ingénieur civil, grand, réfléchi à la manière de quelqu'un qui pense avant de parler, avec un humour sec qui apparaissait progressivement, comme quelque chose qu'il décidait de vous confier. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois avant qu'il ne suggère que nous emménagions ensemble dans mon appartement, car son bail se terminait et le mien était plus grand. Et j'avais accepté avec cette confiance chaleureuse particulière d'une femme qui a attendu assez longtemps la bonne personne et qui croit l'avoir enfin trouvée. Nous nous sommes mariés 13 mois après cela, petit mariage, 60 invités, dans le jardin de ma tante fin septembre. Marcus a un peu pleuré pendant les vœux. J'ai pensé que cela signifiait quelque chose. Sa famille était grande et je le savais en m'engageant. Ses parents vivaient à 1 heure de route. Il avait 2 frères, tous 2 mariés, tous 2 avec des enfants. Il avait des tantes et des cousins et des amis de la famille qui agissaient comme des cousins. Et il fonctionnait comme une unité, à la manière de certaines familles, bruyant, se chevauchant, présent, entrant et sortant constamment de la vie des autres avec l'intimité décontractée de personnes qui n'ont jamais appris à se séparer. J'avais grandi dans une famille plus calme, enfant unique de 2 personnes qui s'aimaient mais gardaient leur monde petit. Et la famille de Marcus m'avait semblé au départ être une abondance. Toute cette chaleur, tout ce bruit, tous ces gens qui m'ont accueilli dans leur groupe avec des étreintes et des opinions et de la nourriture faite maison mise dans mes mains à chaque rassemblement. Ce que je n'avais pas compris, ce que je n'ai compris que lentement, progressivement, de la manière dont on comprend qu'une pièce se refroidit, non pas lorsque la température baisse, mais lorsque l'on remarque enfin que l'on se tient les bras croisés sur la poitrine depuis 1 heure. C'est que m'accueillir dans le groupe et respecter les limites de mon foyer étaient, pour eux, des propositions entièrement sans rapport. La première fois que le frère de Marcus et sa femme sont venus passer un long week-end, j'en avais été informé 2 jours avant, la deuxième fois, 1 jour avant. La troisième fois, je l'ai découvert en rentrant chez moi et en trouvant leur voiture sur ma place de parking. À la 4e visite, j'avais cessé de m'attendre à être prévenu. J'en parlais à Marcus à chaque fois, calmement, spécifiquement, de la manière dont Patricia me dirait plus tard que je soulevais tout, avec soin et précision et, finalement, une force insuffisante. Il s'excusait à chaque fois. Il disait qu'il leur parlerait. Il disait que c'était la famille. Il ne pensait pas que c'était s'imposer. Il s'assurerait que cela ne se reproduise plus. Et chaque fois, cela se reproduisait, légèrement pire qu'avant, comme ces choses le font toujours quand il n'y a pas de réelles conséquences. Je veux être précis sur ce à quoi légèrement pire ressemblait en pratique. Parce que la tendance, en décrivant ce genre d'accumulation, est de paraître mesquin, de ressembler à quelqu'un qui catalogue des griefs trop insignifiants pour justifier les sentiments qu'ils ont produits. Alors, laissez-moi être précise. La mère de Marcus a utilisé ma cuisine sans demander et l'a laissée dans un état où je n'aurais pas laissé la cuisine d'un étranger. Sa tante a réorganisé l'armoire de la salle de bain pour faire plus de place. Chérie, tu l'avais tellement encombré, sans le mentionner, de sorte que pendant 3 jours je ne pouvais pas trouver mes propres médicaments. Les enfants de son frère ont dessiné sur le mur du couloir avec un stylo à billes. Et quand je les signalais gentiment à leur mère, elle a ri et a dit, « Les enfants seront toujours des enfants. » Et puis elle a dit à Marcus que j'avais été froide avec elle. Marcus me l'a rapporté plus tard, avec précaution, à la manière de quelqu'un qui relaie une information en espérant que vous la prendrez comme constructive. Je l'ai prise comme constructive. J'ai adouci mes manières. J'ai resserré les limites.
Je me suis dit que c'était à cela que ressemblait le mariage quand on se mariait dans une grande famille. Que l'inconfort était à moi de le gérer. Que l'amour exigeait de l'ajustement et de la flexibilité et la volonté de tenir ses propres besoins avec légèreté. Rien de tout cela n'était vrai. Mais je l'ai cru assez longtemps pour laisser l'appartement, mon appartement avec sa lumière ambrée de l'après-midi et ses meubles soigneusement choisis et le parc à 3 rues à l'est, devenir quelque chose que j'hébergeais plutôt que quelque chose dans lequel je vivais. Et puis est arrivé le mardi de novembre avec les 6 parents dans le salon. J'avais eu une journée vraiment difficile. Un de mes jeunes patients, un garçon de 6 ans atteint de paralysie cérébrale nommé Ethan, avec qui je travaillais depuis 14 mois, avait connu une régression qui nécessitait un ajustement significatif de son plan de traitement, ce qui signifiait une conversation difficile avec ses parents. Ce qui signifiait 2 heures de paperasse après la fin de la conversation. J'avais quitté le centre à 18h15, acheté un sandwich au thon au café du rez-de-chaussée et l'avais mangé dans ma voiture avant de rentrer chez moi, car je savais, avec la certitude profonde d'une femme qui a été dans cette situation assez de fois pour avoir développé un instinct à ce sujet, que je ne devais pas arriver à la maison affamée. Je me suis garé, j'ai monté 3 étages, j'ai mis ma clé dans ma serrure, j'ai ouvert ma porte. Le canapé était occupé par le cousin de Marcus, Dimitri, et sa femme, Lena. La mère de Dimitri, la tante de Marcus, Galina, était dans le fauteuil. Le fauteuil que j'avais moi-même monté sur 3 étages quand je l'avais acheté, tapissé d'un tissu que j'avais mis 2 semaines à choisir. 2 des enfants de Lena et Dimitri, 7 et 9 ans, 2 garçons, étaient par terre devant la télévision, qui était allumée à un volume que je n'aurais pas choisi. Le jeune frère de Marcus, Pota, était dans l'embrasure de la porte de la cuisine, tenant une bière. Marcus était sur le plus petit canapé et il m'a regardé quand je suis entré avec une expression que j'avais appris à lire précisément en 2 ans de mariage. C'était l'expression d'un homme qui sait qu'il a fait quelque chose de mal et qui parie sur votre décence pour ne pas le rendre visible. Clara, il s'est levé. Tu es à la maison. Entre. Entre. Regarde qui est là. J'ai regardé. J'ai souri. Le sourire était automatique. Celui qui ne coûte rien. Galina se leva pour m'embrasser sur la joue et je la laissai faire. Lena fit un signe de la main depuis le canapé et dit quelque chose à propos d'être dans le quartier. Les enfants ne levèrent pas les yeux de la télévision et Pota leva sa bière en guise de salutation depuis l'embrasure de la cuisine. La cuisine, je remarquai, avait l'odeur naissante de quelque chose qui cuisait. Des oignons, quelque chose de lourd, quelque chose qui allait prendre au moins 1 heure. Je vais juste me changer, dis-je aimablement. Je marchai jusqu'à la chambre. Je fermai la porte. Je m'assis sur le bord du lit dans la pénombre, j'enlevai mes chaussures et les tins sur mes genoux un instant. La télévision était audible à travers le mur. L'odeur d'oignon était plus forte que je ne l'aurais souhaité. J'avais mangé. J'étais fatigué. J'avais passé les 3 dernières heures à gérer la douleur et la détresse d'autres personnes de manière professionnelle et compétente. Et il ne me restait rien, absolument rien pour la performance requise de la femme qui vient de rentrer chez elle pour trouver 6 parents non invités installés dans son salon et qui est censée en être ravie. Je posai soigneusement mes chaussures près de l'armoire. Je me changeai en vêtements confortables. J'ouvris le tiroir de ma table de nuit et pris le roman que j'étais en train de lire. Je me mis au lit, calai l'oreiller contre la tête de lit et commençai à lire. Marcus entra 14 minutes plus tard. Je le sais parce que j'avais regardé l'horloge avec un intérêt spécifique et détaché pour ma propre patience. Et, dit-il. Il avait fermé la porte derrière lui. Ça va? Bien, dis-je. Je tournai une page. Tu sors? Je levai les yeux du livre. Non, dis-je. Clara. Marcus. Je posai le livre, gardant mon pouce sur la page. Quand as-tu su qu'il venait? Une pause. Cet après-midi. Cet après-midi, dis-je. Donc, tu as eu plusieurs heures pendant lesquelles tu aurais pu m'appeler. Je sais. J'aurais dû. Et au lieu de ça, tu m'as laissé rentrer à la maison pour trouver 6 personnes dans notre salon à 18h30 après une journée de 10 heures. Je repris le livre. J'ai mangé. Je vais lire. Tu es le bienvenu pour me rejoindre. Il y a des invités. Ce sont tes invités, dis-je. Je ne les ai pas invités.
Il resta dans l'embrasure de la porte un moment. Je pouvais le sentir là, hésitant de cette manière particulière d'un homme qui veut se disputer mais ne trouve pas l'argument. Et puis il est ressorti et a fermé la porte. Et j'écoutais les sons étouffés du salon se réinstaller. Et je lus mon livre. Je veux être clair. Ce n'était pas la dispute. Ce n'était pas le moment où tout a éclaté. C'était juste une femme, très fatiguée, lisant un livre dans sa propre chambre. La dispute était encore à venir. Ce que cette soirée était, c'était une limite. La première limite que j'avais tracée sans la franchir immédiatement en arrière. Et je sentis, en tournant les pages à la lumière ambrée de la lampe pendant que des oignons frisaient dans ma cuisine sans ma permission, quelque chose changeait en moi pour lequel je n'avais pas encore de mots. Les parents sont partis vers 22 heures. Je les ai entendus partir, les enfants rassemblés, les manteaux, les au revoir dans le couloir, la voix de Marcus, basse et joyeuse, et celle de Galina. Et puis la porte, puis le silence. Il est revenu dans la chambre, et je lisais toujours. Il s'est préparé pour le lit sans parler et s'est allongé à côté de moi, et pendant un long moment, aucun de nous n'a dit quoi que ce soit. Puis il a dit, « Tu as été impoli. » J'ai tourné une page. J'étais fatigué, dis-je. Et j'avais faim, et on ne m'avait pas prévenu. C'est la famille. Tu continues de le dire. Un autre silence. Alors, que voulais-tu que je fasse? Leur dire de ne pas venir? Oui, dis-je. Ou au minimum m'appeler ou me demander ou reconnaître que c'est aussi ma maison et que j'ai mon mot à dire sur qui s'y trouve? J'ai fermé le livre. Choisis n'importe laquelle de ces options. Choisis-les toutes. Ce que je ne voulais pas, c'était entrer dans mon salon après la journée que j'avais eue et trouver une soirée dînatoire dont je n'étais pas au courant en cours. Tu n'as même pas essayé, dit-il. Tu es juste parti. J'avais déjà mangé, dis-je. Il a éteint la lampe sans répondre. Je suis resté allongé dans le noir et j'ai pensé, il ne s'agit pas de la nourriture. Il sait qu'il ne s'agit pas de la nourriture, et le fait qu'il prétende qu'il s'agit de la nourriture est en soi une information. Je l'ai classé et je me suis endormi. Les 2 semaines suivantes furent normales en surface. Marcus était légèrement plus froid, légèrement prudent à la manière d'un homme qui a décidé que la situation était de ma faute, mais qui est assez intelligent pour ne pas le dire directement. J'étais agréable et présente, et je ne m'excusais pas, ce qui était nouveau, et je pouvais le sentir enregistrer l'absence d'excuses, comme un son qu'il attendait et qui n'est pas venu. Sa famille lui a envoyé plus de SMS que d'habitude. Je l'ai remarqué non pas parce que je surveillais son téléphone, mais parce qu'il se taisait pendant quelques minutes puis sortait du silence avec cette expression particulière, l'expression du pari sur votre décence. J'avais commencé à la trouver fatigante. Galina m'a appelé directement le jeudi après la visite. J'étais au travail et j'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale et j'ai écouté le message dans ma voiture à midi. Elle était inquiète. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Elle ne voulait pas de rancune. Elle espérait que je comprenais qu'elle et la famille voulaient juste être proches de Marcus et, par extension, de moi, que c'était ainsi que leur famille montrait son amour. Sa voix était chaleureuse et légèrement blessée dans une mesure exactement égale et j'ai reconnu la combinaison chaleur et blessure comme un instrument composé joué pour produire un résultat spécifique et j'ai pensé, elle est douée pour ça. Puis j'ai pensé, elle a eu beaucoup d'entraînement. J'ai répondu par SMS, merci d'avoir appelé Galina. Tout va bien ici, prends soin de toi. Et je m'en suis tenu là. Ce week-end-là, Marcus m'a dit que ses parents pensaient venir nous rendre visite le week-end suivant. Il me l'a dit le samedi matin autour d'un café, en présentant les choses avec soin. Je voulais te prévenir bien à l'avance cette fois. Je l'ai regardé par-dessus ma tasse et j'ai pensé à l'expression cette fois. Son implication que le seul problème auparavant avait été la logistique, pas la dynamique fondamentale, pas l'absence de consultation, pas l'attente que ma maison soit disponible à la demande pour quiconque sa famille déciderait d'envoyer. Merci pour le préavis. J'ai dit, est-ce qu'il reste ici? Juste le week-end. Il a dit, ils ne veulent pas déranger. Et j'ai pensé à cette phrase spécifique, ils ne veulent pas déranger. La phrase qui est toujours déployée par les gens en train de causer d'énormes ennuis. J'ai dit, Marcus, j'aimerais qu'on en parle. Vraiment en parler. Pas seulement les parents le week-end prochain, tout le schéma.
Je pense que nous avons besoin d'une vraie conversation sur la façon dont nous gérons les visites familiales. Il m'a regardé avec l'expression d'un homme qui avait espéré une phrase différente. D'accord, a-t-il dit sans chaleur, nous avons essayé. Je veux donner à ces 2 heures leur juste valeur. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et j'ai dit ce que je retenais depuis des mois, spécifiquement et sans accusation, dans les cadences mesurées d'une femme qui avait été formée professionnellement à communiquer sur des sujets difficiles. J'ai dit que j'aimais sa famille, que j'appréciais notre lien avec eux, et que j'avais besoin que notre maison soit un endroit où je pouvais compter rentrer, pas un lieu qui pourrait contenir n'importe quoi n'importe quel soir. J'ai dit que je ne lui demandais pas de couper les ponts avec qui que ce soit ou de changer qui était sa famille. Je demandais une consultation, un préavis, la courtoisie de base d'être traité comme copropriétaire de l'espace que nous partagions. Il a écouté. Il a hoché la tête à certains moments. Il a dit qu'il comprenait. Il a dit qu'il ferait mieux. Il a tendu la main sur la table et a pris ma main et j'ai regardé sa main sur la mienne et j'ai essayé de déterminer si je le croyais. Je le voulais. C'est la réponse honnête. Je voulais vraiment le croire parce que l'alternative, que la conversation que nous venions d'avoir produirait le même résultat que toutes les conversations précédentes, était une conclusion avec laquelle je n'étais pas encore prête à vivre. Alors, j'ai choisi de le croire. De la manière dont vous choisissez de croire un bulletin météo quand vous avez vraiment besoin que la journée soit claire, avec effort, avec espoir, et avec une petite voix pratique à l'arrière de votre esprit notant que vous devriez probablement emporter un parapluie de toute façon. Ses parents sont venus le week-end suivant. Ils étaient parfaitement agréables comme ils l'étaient toujours, et j'ai cuisiné le samedi soir, et nous avons eu un bon dîner. Et Marcus était chaleureux et attentif comme il l'était quand les choses allaient bien. Et j'ai pensé, peut-être que c'est ce que la conversation produit. Peut-être que ça a vraiment fonctionné. Le dimanche matin, je me suis réveillé à 7 heures au son d'une 3e voix dans la cuisine. Pas sa mère, pas son père. Une voix que j'ai reconnue après un moment comme appartenant au cousin de Marcus, André, qui vivait à 30 minutes de là et qui avait apparemment appelé Marcus la veille pour dire qu'il passait par là. Et Marcus avait dit, « Viens pour le petit déjeuner. » Et ne m'en avait pas parlé. Je suis resté au lit et j'ai écouté les 3 parler dans ma cuisine. Et j'ai pensé très clairement et très calmement, voilà. Je n'étais pas encore en colère. Ce que je ressentais était plus proche de la tristesse spécifique d'un espoir confirmé comme infondé. Je lui avais donné le compte rendu le plus clair possible de ce dont j'avais besoin. Il l'avait compris, y avait consenti, puis la première fois qu'une occasion s'est présentée de le mettre en pratique, il était entièrement revenu au schéma antérieur sans apparemment y penser du tout, ce qui signifiait soit que la conversation n'avait vraiment pas été enregistrée, soit qu'elle avait été enregistrée et qu'il avait décidé que l'enregistrement était suffisant sans nécessité de changement de comportement réel. Les 2 possibilités étaient sombres. L'une était de l'inconscience, l'autre était quelque chose de pire. Je me suis levé. Je suis allé à la cuisine. J'ai dit bonjour à André, qui était une personne parfaitement gentille et ne portait aucune responsabilité pour les choix de son cousin. Je me suis fait un café. Je me suis excusé pour aller courir. J'ai couru pendant 45 minutes dans le parc à 3 rues à l'est, le parc que j'avais connu avant Marcus. Et j'ai pensé à quoi ressemblait ma vie de l'extérieur et à ce que je ressentais de l'intérieur et à quel point le fossé entre ces 2 vues était devenu large. Quand je suis rentré à la maison, André était parti et Marcus faisait la vaisselle et il s'est retourné et m'a regardé avec l'expression qui avait remplacé l'expression du pari sur votre décence, quelque chose de légèrement plus appréhensif. Le regard d'un homme qui commence à comprendre que le compte sur lequel il a puisé est peut-être presque à sec. J'ai oublié de mentionner qu'André venait, a-t-il dit. Je sais, j'ai dit. C'était juste un petit déjeuner. Marcus, j'ai dit. J'étais encore en tenue de course, les cheveux attachés, probablement encore un peu rouge du froid. Je vais prendre une douche. Quand je sortirai, j'aimerais parler, pas d'André spécifiquement, de ce qui se passe maintenant. Il a dit, que veux-tu dire par ce qui se passe maintenant? J'ai dit, je veux dire, je pense que nous avons un problème plus grand que la logistique, et je pense que nous devons décider ensemble si nous allons le résoudre, vraiment le résoudre, pas en discuter et ensuite revenir par défaut. Je suis allé prendre une douche et pendant que l'eau chaude coulait sur moi, j'ai pensé à la liste des options devant moi et j'ai pensé à celle avec laquelle je pourrais vivre. Et j'ai pensé aux mots qui se formaient dans mon esprit depuis 3 mois. Prenant de la masse,
le mot autour duquel j'avais tourné sans me permettre d'atterrir dessus. Le mot était assez. La conversation de la douche, celle que j'avais promise et qu'il avait redoutée, a eu lieu de nouveau à la table de la cuisine. Même chaise, même tasse, même fenêtre donnant sur la rue en contrebas. Mais quelque chose dans la qualité de la lumière était différent ce dimanche-là, plus dur, peut-être moins indulgent, ou peut-être que j'étais simplement différente, et que la lumière est neutre, et que j'avais projeté de la chaleur dessus depuis le début. J'ai dit à Marcus que j'avais besoin qu'il comprenne quelque chose que je n'avais peut-être pas communiqué avec assez de franchise auparavant. Et que la raison pour laquelle je ne l'avais pas fait était que j'avais opéré sous l'hypothèse qu'adoucir les angles d'une chose vraie la rendait plus facile à accepter pour quelqu'un. Ce que j'avais appris, c'est qu'adoucir les angles la rendait simplement plus facile à ignorer. Donc, j'allais le dire directement. Ta famille traite notre maison comme un hôtel, j'ai dit. Pas par malveillance. Je ne pense pas qu'ils veuillent faire du mal, mais l'effet est le même, quelle que soit l'intention. Je rentre à la maison sans savoir qui sera là. On ne me consulte pas sur les invités. Quand j'exprime un malaise, on me décrit comme froide ou peu accueillante. Et quand nous en discutons, tu es d'accord avec moi et rien ne change. Je tenais ma tasse de café à deux mains. Ce n'est pas un problème de logistique. C'est un problème de priorité. Et la priorité qui perd constamment, c'est moi. Marcus est resté silencieux pendant un long moment. Le genre de silence qui n'est pas réfléchi mais défensif. Le silence de quelqu'un qui trie les réponses disponibles, à la recherche de celles qui pourraient désamorcer sans concéder. Finalement, il a dit, ma famille est importante pour moi. Je le sais, j'ai dit. Ils ont toujours été comme ça. C'est leur façon d'être. Je le sais aussi, j'ai dit. Ma question est de savoir si leur façon d'être est compatible avec ce dont j'ai besoin et si c'est quelque chose sur lequel tu veux travailler ou si c'est quelque chose que tu as décidé et simplement figé. Que c'est ainsi que ta famille fonctionne et que je dois m'y adapter. Il m'a regardé. Je ne pense pas qu'il soit juste de me faire choisir. Je ne te demande pas de choisir entre moi et ta famille, j'ai dit. Je te demande de choisir entre deux versions de notre mariage. L'une où je suis une partenaire à part entière dont les besoins ont un poids égal et l'une où je gère l'accès de ta famille à notre espace indéfiniment et prétends que ça va. J'ai posé ma tasse. Ce sont les deux options. J'aimerais savoir laquelle tu choisis. Le silence qui a suivi a été plus long que le premier. Dehors, un bus est passé. Le chien de quelqu'un a aboyé 2 fois et s'est arrêté. Marcus a regardé la table et j'ai regardé Marcus et j'ai senti avec une clarté presque paisible que j'étais sur le point de découvrir quelque chose que je n'avais pas su avec certitude jusqu'à ce moment. Il a dit, je ne pense pas que tu sois raisonnable. Voilà. Pas un je t'entends et je veux faire mieux. Pas un tu as raison et je t'ai prise pour acquise. Pas même une négociation, une contre-offre, une tentative de se rencontrer à mi-chemin. Juste je ne pense pas que tu sois raisonnable, ce qui n'était pas une réponse à ce que j'avais dit. C'était un verdict sur la personne qui l'avait dit. D'accord, j'ai dit. D'accord, a-t-il répété. J'avais besoin de savoir où tu te situais, j'ai dit. Maintenant je le sais. Je me suis levé, j'ai rincé ma tasse et je suis allé dans la chambre et j'ai appelé mon amie Natacha, qui entendait ma version de cette histoire par épisode depuis 8 mois, et qui a répondu à la deuxième sonnerie avec la vivacité spécifique de quelqu'un qui attendait cet appel. Dis-moi, a-t-elle dit, et je l'ai fait. Natacha avait une chambre d'amis. Elle l'a offerte avant que j'aie terminé le deuxième paragraphe de mon récit, de la manière décisive et pragmatique d'une femme qui a vu une amie diminuer progressivement et qui a préparé sa réponse. Je lui ai dit que je n'étais pas prête à déménager, que j'avais besoin de quelques jours pour réfléchir, que je n'allais pas prendre de décision dans le feu de la conversation du dimanche matin. Elle a dit, d'accord, mais l'offre tient et elle n'expire pas. Ce que j'ai fait au lieu de déménager immédiatement, c'est quelque chose que j'avais appris en 3 ans de travail avec des enfants et des familles qui naviguaient dans des crises. J'ai documenté, pas agressivement, pas avec hostilité, juste avec soin. J'ai noté les dates et les détails des 6 derniers mois de visites non invitées. J'ai noté la conversation que Marcus et moi avions eue sur le schéma et le petit déjeuner d'André le lendemain matin. J'ai noté ce que Marcus m'avait dit ce dimanche-là. Je ne pense pas que tu sois raisonnable. J'ai gardé le carnet dans mon sac. J'ai aussi appelé mon père ce soir-là. Mon père, contrairement à la famille de Marcus, appelait avant de venir,
généralement 2 semaines à l'avance, présentant toujours cela comme une question plutôt qu'une annonce. C'était un comptable à la retraite avec des manières tranquilles et un talent pour identifier le problème structurel sous le problème de surface. Quand je lui ai raconté ce qui se passait, la version complète, pas la version adoucie, il a écouté sans interrompre puis a dit « L'appartement est à toi ». Pas une question, une confirmation. Oui, j'ai dit. Tu l'as acheté avant le mariage? Oui, et l'hypothèque est à ton nom. Oui, nous partageons les coûts depuis qu'il a emménagé, mais l'acte de propriété et l'hypothèque sont à moi. Bien, a-t-il dit doucement. Pratiquement, le mot atterrissant comme quelque chose posé fermement sur une table. Garde ça à l'esprit. Je l'ai fait. La semaine qui a suivi a eu l'étrange qualité survivre des jours dont on sait qu'ils vont compter. Marcus et moi nous déplacions l'un autour de l'autre avec la politesse prudente de 2 personnes qui ont dit des choses vraies et attendent de voir ce que les choses vraies produisent. Il n'a pas reparlé de la conversation de dimanche. Il ne s'est pas excusé. Il n'était pas méchant, juste absent à la manière d'un homme qui s'est retiré dans ses routines comme forme de défense. Faisant la vaisselle, regardant ses émissions, allant au travail, se tenant au registre superficiel de la vie quotidienne où rien d'important ne pouvait être dit ou décidé. J'allais au travail et je voyais mes patients et je rentrais à la maison et je préparais le dîner et je le mangeais et je nettoyais et je pensais chaque soir, assise à la table de la cuisine avec la lumière ambrée passant par les fenêtres orientées à l'ouest, combien de temps puis-je faire ça? Pas comme une question dramatique. Vraiment pratiquement. Combien de temps puis-je maintenir cette version de ma vie avant qu'elle ne me coûte quelque chose que je ne peux pas récupérer? Jeudi, Galina a de nouveau appelé. Cette fois, j'ai répondu. Clara, a-t-elle dit, chaleureuse et immédiatement déterminée. J'ai pensé à toi. Est-ce que tout va bien entre toi et Marcus? Nous naviguons à travers certaines choses, j'ai dit, ce qui était vrai et ne révélait rien. Je lui ai parlé, a-t-elle dit, et quelque chose dans ma poitrine s'est serré. Il est très blessé, tu sais. Il a l'impression que tu t'éloignes de la famille, que tu ne nous veux pas dans les parages. J'ai tenu le téléphone et j'ai respiré. Galina, j'ai dit, qu'est-ce que Marcus t'a dit? Juste que les choses ont été difficiles ces derniers temps. Que tu as été mécontente des visites familiales. T'a-t-il dit que lui et moi avions eu une conversation dimanche dernier sur ce dont j'ai besoin dans notre mariage? Une légère pause. Il a mentionné qu'il y avait eu une certaine tension. T'a-t-il dit ce que j'ai dit pendant cette conversation? Une autre pause. Il a dit que tu trouvais que la famille venait trop souvent. J'ai dit, je lui ai dit très calmement que j'avais besoin d'être consulté avant que des invités ne viennent chez nous. J'ai dit que j'avais besoin d'être traité comme une partenaire dans ce mariage. Ce sont les choses que j'ai dites. J'ai fait une pause. Le fait que Marcus ait résumé cela en disant que je ne voulais pas de la famille autour est en soi informatif? Galina est restée silencieuse un moment. Puis, sur un ton légèrement différent, toujours chaleureux mais avec quelque chose en dessous qui était plus dur, une note d'autorité que sa chaleur avait couverte comme une nappe couvre une table inachevée. Clara, tu t'es mariée dans une famille. Cela signifie des ajustements. Oui, j'ai dit, cela signifie des ajustements de la part de tout le monde, y compris moi, que j'ai fait, et y compris Marcus, ce qu'il n'a pas fait. Il t'aime beaucoup. Je le crois, j'ai dit. L'amour et la responsabilité ne sont pas mutuellement exclusifs. Elle a dit, tu sais, cela signifierait beaucoup pour nous tous si tu venais au dîner de famille samedi. Cela pourrait t'aider à apaiser les choses. J'ai remarqué le mot apaiser. La façon dont il impliquait que c'était la surface qui avait besoin de travail, pas la structure en dessous. J'y réfléchirai, j'ai dit. Merci d'avoir appelé, Galina. J'ai raccroché et je suis resté assise un moment dans le bureau silencieux, la lumière de l'après-midi s'estompant à l'extérieur de la fenêtre, et j'ai pensé. Marcus a appelé sa tante avant de me reparler. Il est allé voir sa famille avec notre conflit avant de venir me voir avec des excuses, ce qui signifiait que quel que soit le tri qu'il faisait dans sa vie intérieure privée, il le triait dans leur direction, pas la mienne. Il triangulait. Faisant entrer sa famille dans notre mariage pour gérer un conflit qui existait dans notre mariage. Parce que le gérer avec sa famille présente était quelque chose qu'il savait faire, et le gérer seul avec moi était quelque chose qu'il ne savait apparemment pas faire. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je ne me suis pas arrêté pour un sandwich. Je n'avais pas faim.
Je suis resté assise sur le parking devant notre immeuble pendant 15 minutes à la place, regardant les fenêtres éclairées du 3e étage. Nos fenêtres ambrées et chaudes, et j'ai pensé à la vie de l'autre côté de ces fenêtres, et si c'était toujours la vie que j'avais prévu de vivre. À l'intérieur, Marcus préparait le dîner. Il avait fait des pâtes, mon genre préféré, et il y avait un verre de vin blanc sur la table à ma place, et il a levé les yeux quand je suis entré avec une expression qui tentait la chaleur, mais qui s'amenuisait légèrement sur les bords. Comme de la peinture appliquée sur une surface à laquelle elle n'adhérait pas tout à fait. « Galina m'a appelé » a-t-il dit. « Elle a dit que vous aviez parlé. »« Nous l'avons fait » j'ai dit. J'ai posé mon sac et j'ai accroché mon manteau. Elle pensait que le dîner de samedi pourrait être une bonne idée, une chance de... Marcus, j'ai dit. Je me suis assise à table. As-tu parlé à ta tante de notre conversation avant de m'en reparler? Il était silencieux. Parce que je veux comprendre la séquence, j'ai dit. Nous avons une conversation dimanche matin où je te dis ce dont j'ai besoin. Tu dis que je ne suis pas raisonnable. Du lundi au jeudi, tu en parles à ta tante. Elle m'appelle jeudi pour suggérer que je vienne à un dîner de famille pour apaiser les choses. Je l'ai regardé fixement. À quel moment de cette séquence avais-tu prévu de revenir vers moi? Sa mâchoire s'est crispée. J'y pensais. Tu le gérais, j'ai dit, avec ta famille, ce que tu fais toujours. Tu ne me l'apportes pas. Tu le leur apportes. Et puis ils viennent me voir avec une solution qui, par hasard, implique que je sois plus disponible pour eux. J'ai pris le verre de vin et l'ai tenu. Ce n'est pas un mariage, Marcus. C'est un système dans lequel il se trouve que je vis. Il s'est assis un moment. Il m'a juste regardé et ce que j'ai vu sur son visage n'était pas l'expression du pari sur votre décence et pas l'expression appréhensive. Ce que j'ai vu était quelque chose de brut et je veux être juste. Je pense que c'était sincère. Je pense qu'il m'a regardé à ce moment-là et a vu, peut-être pour la première fois clairement, le fossé entre ce qu'il avait offert et ce dont j'avais besoin et la durée pendant laquelle ce fossé avait été ouvert. Et pendant un moment, juste un moment, j'ai pensé qu'il pourrait dire la chose qui aurait pu changer la direction dans laquelle nous allions. Il a dit, je ne sais pas comment te rendre heureuse. J'ai posé le verre de vin. Je sais, j'ai dit. Et c'était la chose la plus triste que j'ai dite dans toute la conversation parce que c'était vrai et parce que ce n'était pas une accusation. Mais un diagnostic et parce que j'ai compris à ce moment-là que ne pas savoir comment me rendre heureuse et ne pas être disposé à essayer était pour Marcus fonctionnellement la même chose. J'ai mangé les pâtes. Elles étaient bonnes. Je le lui ai dit. Nous avons regardé quelque chose à la télévision et je suis allé me coucher et il est venu se coucher plus tard et nous sommes restés allongés dans le noir comme deux personnes qui n'ont plus de phrases, ce qui est sa propre sorte de réponse. Le dîner de famille était samedi. Je n'y suis pas allé. J'ai dit à Marcus vendredi soir que j'allais passer mon tour, que j'avais des choses à régler et que j'espérais qu'il passerait un bon moment. Il m'a regardé pendant un long moment, puis a hoché la tête une fois, le hochement de tête d'un homme qui a perdu la discussion mais n'est pas prêt à le dire, et est parti sans moi. Je l'ai entendu partir à 18h15 et je suis resté assise dans l'appartement silencieux et j'ai ressenti la paix spécifique d'un espace qui était, pour quelques heures, seulement à moi. J'ai appelé Natacha. J'ai appelé mon père. J'ai fait du thé et je me suis assise dans le fauteuil, celui que j'avais monté sur 3 étages, et j'ai regardé la lumière ambrée, qui n'avait de loyauté envers personne et était simplement elle-même. Et je me suis permis de penser la pensée que j'avais contournée pendant des semaines. Je voulais qu'il parte, non par haine, non par désir de vengeance ou la satisfaction d'une punition. Je voulais qu'il parte parce que j'avais 34 ans et que j'avais construit une belle vie que je savais bien vivre. Et quelque part au cours d'un mariage qui avait semblé être une abondance et s'était avéré être une lente dépossession, j'avais perdu la qualité particulière d'aisance que j'avais eue dans cet appartement avant qu'il n'emménage. Et je la voulais en retour. Je voulais rentrer à la maison dans un espace qui était le mien et savoir qu'il serait le mien quand j'arriverais. Je voulais me faire une tasse de thé sans faire de calcul sur qui d'autre pourrait être là. Je voulais que le placard à vaisselle et la salle de bain et le fauteuil et les fenêtres orientées à l'ouest en fin d'après-midi redeviennent simples, qu'ils soient juste ce qu'ils étaient et non une négociation. Je voulais retrouver ma vie. Et assise dans l'appartement silencieux un samedi soir pendant que mon mari dînait avec la famille qui avait mangé la mienne, j'ai compris que le vouloir n'était pas suffisant. Je devrais faire quelque chose à ce sujet. J'ai parlé à un avocat lundi. Mon père avait un nom.
Il a toujours un nom, mon père, parce qu'il a passé sa vie de la manière tranquille et minutieuse des gens prudents, à collecter des informations au cas où elles deviendraient utiles. Et j'ai appelé de ma voiture à midi et j'ai expliqué la situation et on m'a donné un rendez-vous pour mercredi. Elle s'appelait Vera Soukalova et elle avait les manières précises et non sentimentales de quelqu'un qui traite des faits plutôt que des sentiments et vous respecte assez pour ne pas prétendre que les faits sont confortables. J'ai apporté les documents que j'avais assemblés, l'acte de propriété à mon nom, les papiers de l'hypothèque, le tableur des dépenses ménagères partagées que j'avais tenu pendant les 2 dernières années sans savoir entièrement pourquoi. Elle les a examinés efficacement puis a levé les yeux et a dit « Vous avez été minutieuse ». J'ai dit « J'ai été prudente ». Elle a hoché la tête comme si c'était la même chose et a expliqué ma position. L'appartement était à moi légalement, sans ambiguïté, documenté de toutes les manières pertinentes. Marcus n'y avait aucun droit. Notre enchevêtrement financier se limitait aux comptes communs que nous avions ouverts pour les dépenses conjointes, des comptes qui devraient être réglés, mais qui ne contenaient aucun actif important que l'un de nous contesterait. La situation était, en termes juridiques, propre. Ce qu'elle ne serait pas, c'était facile ou rapide ou confortable. Êtes-vous certaine ? A-t-elle demandé avant que nous n'allions plus loin. Je suis certaine depuis 3 semaines, j'ai dit. J'attendais pour m'assurer que la certitude était réelle et pas seulement réactive. Elle a de nouveau hoché la tête. Alors parlons de ce qui va suivre. Ce qui a suivi a commencé le vendredi soir. Marcus est rentré du travail à 18h30. J'étais dans la cuisine, ne cuisinant pas, ce qui a été la première chose qu'il a remarqué. L'absence de dîner, la cuisinière froide, moi assise à la table avec mes mains autour d'une tasse de thé et un dossier sur la surface devant moi. Il a regardé le dossier puis moi, et quelque chose dans sa posture a changé, la façon dont le corps d'une personne s'ajuste avant que l'esprit ne traite complètement ce qu'il regarde. « Assieds-toi » j'ai dit, pas méchamment, juste directement, il s'est assis. Je lui ai dit ce que j'avais décidé. Je lui ai dit que j'avais passé 6 mois à essayer d'avoir une conversation qui produirait un résultat différent, et que la conversation avait produit le même résultat à chaque fois, et que je comprenais maintenant que ce n'était pas un échec de communication, mais le reflet de notre incompatibilité réelle. Je lui ai dit que je voulais qu'il déménage. Je lui ai dit que l'appartement était à moi et avait toujours été à moi, que je ne lui demandais pas de quitter ma vie, que c'était son choix à faire, mais que je lui demandais de quitter ma maison. Je lui ai dit que j'avais parlé à un avocat, que le processus était simple, et que je voulais le gérer avec dignité et le moins de dommages possible. Il a écouté. Il était très immobile. Quand j'ai fini, il n'a rien dit pendant un long moment. Et puis il a dit, « Est-ce à cause de ma famille ?» J'ai réfléchi à la façon de répondre à cela. « C'est à cause de nous », j'ai dit finalement. Ta famille est l'endroit où notre nous est devenu visible. Mais le problème n'est pas ta tante ou Dimitri ou Galina. Le problème est que je te dis ce dont j'ai besoin depuis des mois et que tu as constamment choisi de ne pas l'entendre. Pas parce que tu es une mauvaise personne, parce que l'entendre t'aurait obligé à faire quelque chose de difficile. Et faire quelque chose de difficile là où ta famille est concernée est quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Et je ne peux pas construire une vie avec quelqu'un qui n'est pas capable de faire ça. Il a dit, tu aurais pu essayer plus fort. J'ai essayé pendant 6 mois, j'ai dit. J'ai essayé avec des conversations et avec de la patience et avec des ajustements et en te donnant le bénéfice du doute quand le doute était épuisé. J'ai fini d'essayer dans une direction qui ne mène nulle part. J'ai fait une pause. Je ne veux pas me disputer à ce sujet. Je ne suis pas en colère. Je suis juste fini. Il m'a regardé pendant un long moment. Son visage faisait plusieurs choses à la fois, chagrin et colère et la fierté blessée spécifique d'un homme à qui on a dit une chose qu'il ne peut pas contester. Puis il s'est levé, a repoussé sa chaise et est allé dans la chambre. J'ai entendu les bruits de choses qu'on déplaçait, l'armoire qui s'ouvrait. Je suis resté assise à la table de la cuisine avec mon thé, qui avait refroidi, et j'ai écouté mon mari faire un sac. Il est parti cette nuit-là pour rester chez son frère. Il m'a embrassé le front à la porte, ce qui m'a surprise, et a dit, « Je suis désolé de ne pas avoir été meilleur. » Et je l'ai regardé et j'ai pensé, moi aussi. J'ai vraiment pensé, moi aussi. Les semaines qui ont suivi ont eu une qualité étrange, triste et silencieuse, et aussi sous la tristesse, quelque chose qui continuait à se présenter quand je ne me protégeais pas contre cela, le soulagement. Il est arrivé les matins d'abord.
Je me réveillais et l'appartement était calme et la lumière passait par les fenêtres orientées à l'ouest de sa manière ambrée. Et je restais au lit un moment et je savais avec la certitude nette de quelque chose de restauré que personne n'allait franchir la porte aujourd'hui sans que je le sache à l'avance. Que la cuisine était à moi et que l'armoire de la salle de bain était à moi et que le fauteuil et le placard à linge et les samedis matins étaient à moi. C'était une petite chose de la même manière que respirer est une petite chose, banale quand elle est présente, son absence le monde entier. Galina a appelé comme je savais qu'elle le ferait. Elle a appelé 3 fois au cours des 2 premières semaines et au 3e appel, j'ai répondu. Elle était contrariée d'une manière qui n'était pas entièrement jouée. Il y avait une réelle détresse dans sa voix. La détresse d'une femme qui avait vu une famille qu'elle aimait se contracter autour d'un conflit qu'elle avait contribué à créer. Je l'ai laissée parler. Quand elle a fini, j'ai dit, Galina, je veux que tu saches que je n'ai rien contre toi personnellement, mais j'ai besoin que tu comprennes que ce qui s'est passé entre Marcus et moi ne concernait pas un dîner ou une visite ou un incident quelconque. Il s'agissait d'un schéma que Marcus et moi ne pouvions pas résoudre ensemble. C'est entre nous. S'il te plaît, ne le prends pas comme une déclaration à ton sujet. Elle est restée silencieuse un moment, puis avec un silence que je pense sincère. Je pense que nous vous en avons trop demandé. Cela lui a coûté quelque chose de dire cela. Je pouvais l'entendre. Merci, j'ai dit. J'apprécie cela. Nous n'avons pas parlé depuis, ce qui est probablement ce qu'il faut pour l'instant. Marcus et moi sommes parvenus à notre résolution légale en 8 semaines, comme Vera l'avait prédit. Il n'a pas été déraisonnable à ce sujet. Cela m'a surprise d'une bonne manière et m'a fait penser que la version de lui en laquelle j'avais cru autrefois n'était pas entièrement fictive, juste insuffisante pour la vie dont j'avais besoin. Il a pris ce qui était à lui et j'ai gardé ce qui était à moi, et nous avons signé les papiers un mercredi matin dans le bureau de Vera et sommes sortis dans la rue froide séparément, allant dans des directions différentes, ce qui est aussi sa propre sorte de réponse. Mon père est venu me rendre visite le 2e week-end de mars. Il a conduit 4 heures, est arrivé à midi, s'est garé à la bonne place de parking parce que je lui avais envoyé un SMS pour lui dire laquelle était libre, et a frappé à ma porte au lieu d'avoir une clé parce que je ne lui en avais pas encore donné une. Quand j'ai ouvert la porte, il m'a regardé un moment, faisant l'inventaire comme il le fait, comme il l'a toujours fait, mesurant si la personne en face de lui correspond à la voix qu'il a entendue au téléphone. Et puis il a dit, « Tu as l'air bien. » Je le suis, j'ai dit de manière surprenante. Pas de manière surprenante, a-t-il dit, et il est entré. Nous avons cuisiné ensemble cet après-midi-là, comme nous le faisions quand j'étais enfant. Lui s'occupant des parties qui exigeaient de la précision, moi m'occupant des parties qui exigeaient de l'intuition, tous les deux nous déplaçant l'un autour de l'autre dans une cuisine avec l'efficacité facile de gens qui font cela ensemble depuis des décennies. Il a remplacé une charnière du placard de la cuisine qui était lâche depuis des mois. Il a posé des questions sur mes patients et je lui ai parlé d'Ethan, qui avait fait une percée la semaine précédente qui avait fait pleurer sa mère dans mon bureau, et mon père a écouté avec toute l'attention qu'il a toujours accordée aux choses que je lui raconte sur mon travail. Quand nous nous sommes assis pour manger, il a regardé autour de l'appartement, la lumière ambrée, le fauteuil, le tableau de Lisbonne de retour sur le mur où je l'avais raccroché et a dit, « Ça te ressemble. » Maintenant, oui, j'ai dit. Il a hoché la tête une fois, le hochement de tête d'un homme pratique qui comprend que certaines déclarations ne nécessitent pas d'élaboration. Cela fait 4 mois que Marcus a déménagé, assez longtemps pour avoir pris une forme, la nouvelle vie. Assez longtemps pour qu'elle me semble mienne plutôt qu'un arrangement temporaire que j'emprunte jusqu'à ce que quelque chose de plus permanent arrive. Mes matins sont calmes. Mes soirées sont à moi de les planifier. J'ai reçu Natacha à dîner 2 fois et mon collègue Remo une fois et mon père un week-end sur 2. Et chaque fois que quelqu'un franchit ma porte, c'est parce que je l'ai choisi. Parce que j'ai dit oui, parce que l'invitation était à moi de la donner. Je ne suis pas sans tristesse. Je veux être honnête à ce sujet. Parce que l'histoire de la femme qui reprend sa vie et découvre que tout est mieux et plus simple et plus libre après n'est pas entièrement l'histoire que je vis. Certaines choses me manquent. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Le son d'une autre personne dans l'appartement un dimanche matin. La facilité du début de l'amour avant qu'il ne révèle ses limites. La version de Marcus qui avait été possible dans une autre vie avec un autre héritage. Je pleure ces choses à des moments étranges de la manière dont on pleure des choses qui ont toujours été un peu théoriques, avec quelque chose qui n'est pas tout à fait du chagrin et pas tout à fait du regret mais qui vit dans le voisinage des deux. Ce que je ne pleure pas, ce sont les 6 parents sur le canapé.
Ce que je ne pleure pas, ce sont les 3 tasses préparées par réflexe automatique. Ce que je ne pleure pas, c'est le sourire qui ne coûtait rien et ne signifiait rien. Celui que je portais comme un outil. Je n'ai pas porté ce sourire depuis. Je suis allé courir samedi dernier matin dans le parc à 3 rues à l'est. Le parc que j'ai connu avant tout cela. Il faisait assez tôt pour qu'il fasse froid, le genre de froid d'hiver pâle qui rend la lumière propre et particulière. Et j'ai fait mon tour habituel puis je me suis assis sur un banc quelques minutes avant de rentrer. Comme je le fais parfois quand je ne suis pas pressé, ce que je ne suis souvent plus. Un chien est venu et a posé sa tête brièvement contre mon genou puis est reparti. 2 enfants se sont disputés à propos de quelque chose et l'ont résolu sans intervention d'un adulte. La boulangerie du coin ouvrait. Je pouvais la sentir depuis le parc. Du pain et quelque chose de sucré. Le genre d'odeur qui ne vous demande rien et vous donne quelque chose quand même. Je suis resté assise là un moment. Je n'étais pas pressé. L'appartement serait là quand je reviendrais. Ambré. Silencieux. Le mien. Personne n'y serait que je n'ai invité. La charnière du placard était réparée. Le séchoir à vaisselle était là où je le gardais. Les blocs de cèdre étaient dans le placard à linge, et le tableau de Lisbonne était à la hauteur que j'avais choisie, et la porte avait mon nom sur le bail, et la serrure répondait à ma clé. Je me suis levé et j'ai couru à la maison. Certaines choses, quand on les récupère, on comprend pour la première fois combien elles ont toujours coûté. Ma vie ordinaire, celle que j'avais avant, la rue calme, la bonne lumière, le parc, la boulangerie, les soirées ambrées, n'avaient pas été ordinaires du tout. C'était quelque chose que j'avais construit avec soin au fil des ans et que j'avais donné morceau par morceau dans la conviction que l'amour l'exigeait. Il ne l'exige pas. L'amour, le vrai, celui qui vaut la peine d'être gardé, ne demande pas la chose que vous êtes. Il travaille autour de la chose que vous êtes. Il apprend son chemin à travers l'espace que vous occupez sans vous réorganiser pour vous adapter. J'apprends de nouveau à occuper mon propre espace sans excuse. Ça se passe bien. La porte a mon nom dessus. C'est là que je laisserai cette histoire, avec ce fait petit, suffisant, entièrement réel. La porte a mon nom dessus et je suis rentré à la maison.